Saint-Pétersbourg était suffocant. L'air pèse comme une couverture de plomb et la lumière s'écrase sur les façades lépreuses. Dans ces ruelles où la misère a une odeur, un homme marche seul, le regard perdu, la démarche hésitante. Son manteau est trop long, sa chemise froissée, et pourtant il avance avec une précision étrange, comme s'il suivait un plan invisible. Il s'appelle Raskolnikov. Il parle seul, sans s'en rendre compte. Des bribes de phrases, parfois des chiffres, des mots à moitié avalés. Depuis des jours, une idée le hante. Une idée qu'il ne dit pas encore, qu'il cache comme un feu sous les cendres. Autour de lui, la ville grouille, des cris d'ivrogne, des mendiants vautrés contre les murs, des enfants qui fouillent les caniveaux. Les maisons suintent la misère, et ce spectacle le dégoûte, autant qu'il le fascine. Nous sommes dans la Russie du 19e siècle. Il se dit que tout ça, cette pauvreté, ces vies écrasées, c'est pas une fatalité, mais une faiblesse, une erreur de nature. Il observe les gens avec une forme d'étrangeté, comme si leur souffrance le concernait sans le toucher. Et dans ce dégoût, une pensée s'installe. Lente, rationnelle, irréversible. Pourquoi certains hommes devraient-ils se soumettre aux lois des autres ? Il s'arrête devant un immeuble gris, presque en ruine. Les marches sont glissantes, la porte en bois gonflée par l'humidité. Au premier étage vit une vieille usurière. Elle prête quelques roubles contre des objets qui ont plus ou moins de valeur, et récupère les dettes avec une précision de bourreau. Raskolnikov la connaît, il est déjà venu ici. Et ce soir-là, il revient, sous prétexte de lui montrer un bijou à gager. Mais ce qu'il observe, ce ne sont pas les bijoux, c'est les lieux. La pendule, le tapis, la porte qui grince, l'ombre du couloir. Chaque détail s'imprime dans sa mémoire. La vieille parle peu, compte son argent, marmonne entre ses dents. Elle ne voit pas que, dans son regard à lui, quelque chose a changé. Une lueur froide, méthodique. Quand il ressort dans la rue, l'air semble plus lourd encore. Mais dans sa tête, tout devient limpide. D'une idée floue naît un plan précis. Un crime se dessine. Dans Brume littéraire, on plonge aujourd'hui dans l'un des romans les plus vertigineux jamais écrits. Un roman qui explore les tréfonds de la conscience humaine, où le crime n'est qu'un prétexte pour parler du châtiment. Au programme, Crime et châtiment de Fidor Dostoïevski. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, dans les années 1860, une ville fiévreuse en pleine mutation. Les inégalités explosent, la misère s'étale, la foi vacille. Et le peuple s'enfonce dans la pauvreté pendant que les intellectuels cherchent un sens à un monde qui semble l'avoir perdu. Et Dostoïevski, lui, revient du bagne. Des années de travaux forcés en Sibérie. La faim, la honte, la peur, la foi, la mort. Il a vu ce que devient un homme quand on lui retire tout, sauf la souffrance. Et c'est de là qu'est né ce livre. Crime et châtiment, c'est pas un simple roman policier. C'est une expérience spirituelle. Parce que pour une fois, on connaît le criminel dès le début. On va vivre un voyage à l'intérieur d'un esprit qui se débat. Entre la raison et la morale, entre l'orgueil et la pitié. Un roman sur la faute, la culpabilité, la foi. Et cette tentation, toujours là, de croire qu'on peut se mettre au-dessus des autres. Dans cet épisode, on va suivre Raskolnikov pas à pas. Dans ses ruelles, dans ses pensées, dans ses tremblements. On va entrer dans sa tête, voir le monde à travers ses yeux et essayer de comprendre ce que Dostoïevski nous dit encore aujourd'hui, sur la morale, sur la rédemption et sur cette question qui nous hante tous et toutes, un jour ou l'autre, jusqu'où peut-on aller pour prouver qu'on a raison ? Le lendemain de cette marche dont on a parlé en introduction, Raskolnikov se réveille en sursaut. Pendant un instant, il ne sait plus si ce qu'il avait prévu était réel ou un délire de fièvre. Et très vite, l'idée se précise et devient une décision. Le plan est là, la hache dissimulée sous son manteau, le petit paquet leurre à la main. Tout est prêt. Et le monde dehors continue à vivre, indifférent. Il descend dans la rue, traverse la ville à pas rapide. Il ne regarde rien, ne voit personne. Tout lui paraît à la fois étrange et terriblement précis. Chaque pierre, chaque bruit, chaque visage semble lui murmurer qu'il est déjà trop tard pour reculer. Au pied de l'immeuble, il hésite.
Ses jambes tremblent, son souffle saccade. Mais une fois qu'il a la main sur la poignée, tout s'efface. Il n'y a plus que le battement de son cœur et la sensation qu'on ne peut plus échapper. La vieille ouvre la porte, méfiante, l'expression sèche, mécanique. Elle le fait entrer, referme, et Raskolnikov pose le petit paquet sur la table. Un objet sans valeur, un prétexte. Elle se penche pour le déballer, et c'est là, dans ce geste banal qu'elle a fait 100 fois, que tout bascule. Un coup, puis un autre. Et le silence. La pièce se rétrécit. Le temps n'existe plus. Notre héros regarde autour de lui, cherche quelque chose à quoi s'accrocher. Rien. Seulement le corps, et ce bruit sourd qui résonne dans ses tempes. Il respire, s'avance, ouvre une armoire, cherche les bijoux, l'argent, n'importe quoi pour se justifier. Et soudain, des pas qui s'approchent. Un cri. La sœur. Lizaveta entre. Elle s'arrête sur le seuil. Ses yeux s'élargissent. Elle a compris. Il n'a pas le temps de penser. Un mouvement, un choc, et de nouveau, le silence. 2 cadavres sont étendus sur le sol. 2 vies s'éteignent, et au milieu, Raskolnikov, qui regarde ses mains rouges de sang, et elle tremble. Il avait cru qu'il serait froid, méthodique, détaché. Mais à cet instant, il ne ressent qu'une panique absolue. Pas la peur d'être pris, la peur de s'être perdu. Il s'enfuit, descend les marches. Le monde vibre autour de lui. Des cloches sonnent, le marché reprend, la ville continue. Comme si rien ne s'était passé. Son monde à lui est bouleversé pour toujours. Le grand monde, lui, n'en a rien à faire. Et c'est dans ce contraste insupportable que la première fissure apparaît. Dostoïevski décrit pas un assassin, il décrit un homme qui se découvre mortel. Le crime n'est pas dans la hache. Il est dans l'idée qu'un homme puisse se croire au-dessus des autres, au-dessus de lui-même. Raskolnikov voulait prouver qu'il appartenait à une race d'esprits supérieurs, ceux qui ont le droit de juger, d'agir, de transgresser. Mais le seul verdict qu'il obtient, c'est le vide. Il n'a rien conquis, il n'a rien prouvé. Et dans ce silence poisseux, il comprend que le châtiment a déjà commencé. C'est pas le sang sur ses mains qui l'effraie, c'est ce qu'il vient de découvrir en lui-même. Et c'est précisément à ce moment du roman que tout bascule. Pas vraiment dans l'action, mais dans le regard. Dostoïevski fait quelque chose de radical. Il retire la tension du meurtre pour la replacer ailleurs, à l'intérieur de notre héros. Le drame n'est plus dans la chambre ensanglantée, mais dans la conscience de celui qui s'en éloigne. Il nous montre pas un monstre, mais un homme ordinaire qui découvre qu'il vient de franchir une frontière invisible. Et cette frontière, c'est pas celle de la loi, c'est celle de l'âme. C'est là que Crime et Châtiment devient autre chose qu'un roman policier. Une autopsie morale, presque mystique, de ce qui reste d'un être humain quand il a tout justifié, tout rationalisé, tout excusé, jusqu'à se persuader qu'il a eu raison. Dans les pages qui suivent, Dostoïevski nous fait sentir que le véritable enfer n'est pas dans la cellule ni dans le jugement des hommes, mais dans cette minute après l'acte, où la pensée se retourne contre elle-même. C'est une plongée dans la culpabilité comme phénomène physique. La chaleur, les bruits, la fièvre, tout se met à vibrer à un autre rythme, comme si le monde entier se vengeait silencieusement. Et à travers Raskolnikov, c'est déjà une question qu'il nous adresse à nous, lecteurs. Jusqu'où la raison peut-elle aller sans l'amour ? Jusqu'à quel point peut-on expliquer ses gestes avant de s'y noyer ? Voilà pourquoi dans Crime et Châtiment, le crime passe assez vite. Ce qui dure, en fait, c'est le châtiment. Celui d'une conscience qui découvre qu'elle ne peut plus s'arrêter de penser. Et ce châtiment commence très vite d'ailleurs. Les jours qui suivent ne ressemblent plus à des jours. Le temps s'effondre, la lumière s'efface. Raskolnikov marche dans les rues de Saint-Pétersbourg comme un fantôme. Il dort plus, mange plus, il suffoque. Et à nouveau, dans sa chambre minuscule, la chaleur est insupportable. La poussière colle au mur, l'air ne circule plus. Et chaque bruit devient un rappel. Le grincement d'une porte, un pas dans l'escalier, le claquement d'une vitre, tout ramène au moment du crime.
Il croit entendre le rire de la vieille. Il croit voir le sang couler sur le plancher. La ville entière semble conspirer contre lui. Il voudrait dormir, mais son corps le trahit. Il voudrait oublier, mais sa mémoire répète chaque geste, chaque souffle, chaque bruit. Il est en réalité prisonnier de sa propre tête. Mais heureusement, aussi pour nous lecteurs, la tension redescend parfois un peu, notamment grâce aux autres personnages qu'on découvre dans ce grand livre. La première main tendue dans cet enfer intérieur, c'est celle de Razumikine. C'est un ami d'université, simple, généreux, tout ce que Raskolnikov n'est plus. Il le soigne, lui apporte à manger, lui parle comme à un frère. Mais dans la tête de notre héros, chaque mot sonne faux. Chaque gentillesse devient une menace. La bonté de Razumikine le renvoie à sa propre corruption. Et c'est aussi par ce jeu de contraste qu'on avance, qu'on arrive à mieux cerner notre héros, qu'on observe depuis déjà plusieurs centaines de pages. Dostoïevski étend le cadre de Crime et Châtiment, ne se contenant pas seulement d'être l'histoire d'un homme malade, mais en élargissant le tout à une société entière, gangrenée par la misère et la honte. Oui, Raskolnikov est au centre, mais autour de ce centre parfois oppressant orbitent d'autres personnages, toute une culture et toute une ville. On a d'ailleurs quelques personnages qui incarnent certains des maux de cette société russe de la seconde moitié du 19e siècle. Marmeladov, par exemple, qu'on croise dans les rues. C'est un ancien fonctionnaire devenu alcoolique, détruit par la pauvreté. Il parle de sa femme, de ses enfants, de sa fille Sonia, obligée de se prostituer pour nourrir la famille. Sa voix tremble, il rit de lui-même, il pleure, il s'excuse. Et on l'écoute, cet homme broyé. Et à travers lui, on entend toute cette Russie. Autour d'eux et de leur misère, on rencontre aussi des fonctionnaires cyniques, des hommes qui parlent d'argent, de pouvoir, d'honneur, des ivrognes, des mendiants, des soldats fatigués. Un peuple entier au bord du gouffre. Et dans ce chaos, Raskolnikov voit son propre reflet. Ce qui croyait être un crime exceptionnel devient un miroir du monde. L'orgueil comme système, la misère comme routine. C'est aussi ce qui est intéressant chez Dostoïevski. Il sépare jamais la folie individuelle du désordre collectif. Raskolnikov n'est pas un monstre isolé. Il est le produit d'un système où la souffrance est la norme, où la morale est un luxe. Et son délire n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et plus la ville s'enfonce dans sa propre misère, plus la fièvre de notre personnage monte. Il voudrait s'enfuir, disparaître. Mais chaque visage qu'il croise lui rappelle une vérité qu'il refuse encore d'admettre. La misère qu'il voit dehors, c'est la sienne et c'est aussi la nôtre. Son corps ne s'arrête pas de trembler. Ses pensées s'effritent de plus en plus. Et dans ce brouillard, un nom commence à surgir. Un nom qui bientôt changera tout. Une lueur d'espoir qui offre un potentiel avenir. Sonia. Sonia, c'est une jeune femme frêle, au regard doux et à la voix tremblante. On l'a déjà brièvement rencontrée. C'est la fille de Marmeladov, celui qu'il avait croisé dans une taverne. Elle se prostitue pour nourrir les siens. Et chaque soir, elle rentre épuisée, mais sans haine, sans plainte. Et quand Raskolnikov la voit, il l'observe d'abord avec mépris. Ou peut-être avec gêne, parce qu'elle représente tout ce qu'il refuse. La faiblesse, l'humilité, la foi. Là où lui raisonne, elle croit. Là où lui juge, elle pardonne. Et pourtant, à force de la regarder, quelque chose s'éveille en lui. Une curiosité, puis une admiration silencieuse. Sonia ne cherche pas à convaincre. Elle existe simplement, sans jouer un rôle. Et c'est suffisant pour que ses certitudes à lui commencent à vaciller. Dans ce nouveau face-à-face, Dostoïevski place une nouvelle fois deux mondes en opposition. D'un côté, Raskolnikov, l'intellectuel orgueilleux, prisonnier de ses théories. De l'autre, Sonia, l'âme simple, brisée, mais intacte dans sa compassion. Deux façons de survivre à la misère. La révolte ou l'amour. Un soir, il décide de venir la voir. Dans sa chambre minuscule, éclairée par une seule bougie, il lui parle. Pas encore du meurtre, mais de sa peur, de son mal, de ce vide qui ne le quitte plus, et qu'il peinait tant à exprimer. Sonia ne parle que peu. Elle écoute,
Mais ces mots impactent notre héros bien plus que toutes ces réflexions qu'il s'était faites seul. Et cette discussion alors, Raskolnikov ne l'oubliera plus jamais. Parce qu'elle touche à ce que Dostoïevski veut nous montrer depuis le début. Le mal dont le roman ne vient pas du sang versé. Il vient de l'orgueil à nouveau, de cette idée que l'homme peut se prendre pour Dieu, qu'il peut décider seul du bien et du mal. Raskolnikov croyait pouvoir réparer le monde par la raison. Sonia, elle, le fait par la bonté. Et sans le vouloir, elle lui tend un miroir qui est en fait assez cruel. Celui où il se découvre petit, vulnérable et profondément humain. À travers Sonia, Dostoïevski donne une réponse au vertige moral du roman. Il oppose la pitié au raisonnement froid, la foi à la logique, et il dit avec une simplicité désarmante que ce qui sauve l'homme, c'est pas l'intelligence, mais la capacité d'aimer malgré tout. Et notre personnage ne le sait pas encore, mais cette rencontre vient de sceller son destin. Parce qu'à partir d'ici, il est plus seulement un criminel en fuite. Il devient un homme en quête de pardon. Mais comment avancer si on garde le crime pour soi-même ? Peut-on réellement être pardonné si on n'est pas jugé ? Mais alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Se dénoncer ? Le lendemain, Raskolnikov est convoqué. Un simple entretien, dit-on, une formalité. Dans la pièce, l'air est épais, chargé de tabac et de silence. Derrière un bureau encombré de papiers, un homme l'attend. Porfir Petrovitch, juge d'instruction. Un regard vif, un sourire presque amical. Mais derrière ce sourire, une intelligence tranchante. Raskolnikov s'assoit. Il croit encore pouvoir jouer le rôle du témoin innocent. Mais dès les premiers rôles, il comprend que le terrain n'est pas celui qu'il croyait. Porfir ne l'interroge pas. Il bavarde, tout simplement. Sur la philosophie, la morale, les crimes qu'il appelle nécessaires. Sur ces hommes qui pensent avoir le droit de tuer pour une idée. Il cite même un article écrit par Raskolnikov lui-même. C'est intéressant, cette théorie, qu'il existe deux types d'hommes. Les ordinaires qui obéissent et les extraordinaires qui créent leurs propres lois. Dites-moi, monsieur Raskolnikov, vous pensez faire partie de quelle catégorie ? Il sourit. C'est une question qui n'attend pas de réponse. Et Raskolnikov sent la sueur glisser dans son dos. Mais on le rappelle, c'est pas un interrogatoire. C'est peut-être encore plus cruel. Ça ressemble presque à une dissection. Chaque phrase de Porfir est une lame. Et Raskolnikov, un corps ouvert. Le juge avance à pas lents, sûr de lui. Et c'est comme s'il savait déjà tout, mais qu'il attendait la confession. Notre héros doit s'effondrer de lui-même. Et dans ses paroles, dans ses silences, un jeu se met en place. Celui de la raison contre la vérité. Raskolnikov tente de répondre, de détourner la conversation, mais chaque mot prononcé l'enfonce un peu plus. Porfir ne cherche pas d'épreuve. Il cherche la fissure, ce moment précis où l'esprit cesse de mentir. Et quand enfin notre héros quitte le bureau, c'est pas le juge qui a gagné, c'est la culpabilité elle-même. Parce qu'à ce stade du roman, Dostoïevski inverse les rôles. Le véritable tribunal n'est plus celui du palais de justice, mais celui de la conscience. Porfir, c'est la loi qui pense, et Raskolnikov, c'est la raison qui vacille. Et entre eux, une seule vérité, aucun homme ne peut fuir éternellement ce qu'il est. Fidor Dostoïevski transforme ici le livre, qui aurait pu sembler être un simple roman policier, en drame moral. Il ne s'agit plus de savoir qui a tué, mais de savoir pourquoi, et aussi ce qui se passe dans sa tête après que le crime ait été effectué. Combien de temps un homme peut-il survivre à son propre mensonge ? Et le compte à rebours a commencé. Chaque minute rapproche Raskolnikov non pas du jugement des hommes, mais du sien. Et on le retrouve, il marche depuis des heures. C'est pas le Maine, mais sans qu'il sache où. La ville n'a plus de forme, les visages n'ont plus de contours, et tout est flou. Comme si le monde s'était vidé de son sens. Encore plus qu'au début, on sent que la ville change, alors que la culpabilité de notre héros prend le dessus, petit à petit. Il reste une idée, une bouée pour le sauver. Sonia.
Il la retrouve dans sa chambre, une pièce nue, une bougie qui tremble, une croix posée sur la table. Elle se lève, surprise, et comprend tout de suite que quelque chose a changé. C'est d'abord le silence qui occupe la pièce, alors que son regard se dirige vers le sol. Et c'est seulement après une longue attente pesante qu'il avoue tout. « C'est moi », d'une voix presque inaudible. « C'est moi qui l'ai tué. » Le silence reprend le dessus. Sonia chancelle, mais ne recule pas. Elle le regarde avec une tendresse infinie. Et à ce moment précis, on dirait qu'elle ne voit pas un simple meurtrier. Elle voit l'homme, brisé, perdu, honteux, mais encore capable de pleurer. Quelqu'un qui s'est caché pendant des jours et des jours, et qui se retrouve mis à nu par cet aveu qu'il rongeait de l'intérieur. Et c'est un nouveau point de bascule du roman. Le crime est enfin derrière lui. Le châtiment, qui avait commencé intérieurement, va enfin pouvoir suivre son cours hors du corps. Et ça s'accélère très vite. Quelques jours plus tard, Raskolnikov se rend. Le procès, la condamnation, la Sibérie, c'est plus vraiment des châtiments. Le pire est passé. Toutes ces choses ne sont que des étapes d'une lente résurrection. Condamné aux travaux forcés, il part pour la Sibérie. Et là, dans l'immensité blanche, le silence devient un refuge. Plus de cris, plus de rumeurs, plus de peur. Il est à sa place. Il paye pour ses crimes. Pour l'accompagner, le froid, la fatigue et la lente reconquête de soi. Sonia, elle, le suit. Elle s'installe dans un village voisin. Elle est le pilier, celle qui est et sera toujours là pour lui, grâce à qui il pourra supporter tout ce qui lui arrive et aller plus loin, redevenir lui-même. On assiste à la vraie renaissance d'un homme. À travers Sonia, il découvre ce qu'il avait nié depuis le début, que l'intelligence sans amour n'est qu'un désert, que la souffrance, parfois, ouvre le cœur là où la raison s'est fermée. Le vrai châtiment n'était pas dans les chaînes, ni dans les juges, ni dans les froids sibériens. Il était dans cette idée folle d'avoir cru qu'on pouvait vivre sans humanité et dans sa culpabilité. Raskolnikov comprend enfin que le cœur seul peut sauver la raison. Et dans ce monde gelé où tout semblait perdu, Dostoïevski nous offre un miracle minuscule, la rédemption. Crime et châtiment, c'est pas seulement l'histoire d'un meurtre et d'un aveu. C'est le portrait d'un monde malade, d'une société qui vacille entre misère et orgueil, raison et foi, lucidité et désespoir. Dostoïevski nous parle pas seulement de Raskolnikov, il nous parle de nous, de cette tentation si moderne de croire qu'on peut tout expliquer, tout justifier, tout contrôler. De cette croyance froide, selon laquelle la morale serait une faiblesse et que l'intelligence, la réussite ou la logique suffiraient à sauver le monde. Ce roman, écrit au XIXe siècle, résonne avec une force troublante encore aujourd'hui. Notre époque qui glorifie les forts, les visionnaires, ceux qui veulent aller au-dessus. Et pourtant, ce que Dostoïevski nous murmure, c'est que le véritable dépassement n'est pas dans la domination, mais dans la compassion. Dostoïevski nous offre une citation qui résume parfaitement toute son idée. « Aimer un être, c'est le voir comme Dieu a voulu qu'il soit. » Le vrai courage, c'est d'aimer. Le vrai surhomme, c'est celui qui choisit d'être humain malgré tout. Et si Raskolnikov finit par renaître, c'est pas grâce à la justice des hommes, mais grâce à la main tendue de Sonia. Ce regard qui pardonne et qui lui dit sans mots « Tu peux encore te relever ». Alors oui, Crime et Châtiment parle de culpabilité, de foi, de douleur. Mais surtout, il parle de ce que c'est que d'être vivant. De tomber, de comprendre, puis de choisir, enfin, d'aimer. Et si cet épisode vous a touché, si vous aimez ces plongées dans les chefs-d'œuvre de la littérature, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note ou 5 étoiles sur votre application préférée. C'est ce qui permet à Brume Littéraire de continuer à vivre et de rappeler à chaque épisode que les livres ne meurent jamais tant qu'on les lit.